À partir de 1917, des milliers de femmes aux États-Unis et au Canada ont été embauchées pour appliquer de la peinture radioactive et autoluminescente sur les cadrans des montres et des instruments. On ne leur a jamais dit comment manipuler la peinture en toute sécurité, et on ne leur a jamais dit que c'était dangereux. Peu de temps après, elles ont commencé à tomber très malades. 5 d'entre elles se firent connaître, par leurs efforts visant à assigner leur employeur en justice. Quelques-unes sont décédées au cours de la procédure judiciaire, des suites de leur exposition antérieure au rayonnement. Bonjour, bienvenue sur Sueur Froide. Si vous appréciez mon travail, merci d'aimer et partager ma vidéo, ça aide au référencement de ma chaîne. Au début du XXe siècle, le radium n'était pas seulement utilisé par l'horlogerie pour ses propriétés de luminescence, il était plus largement perçu comme une panacée. Après sa découverte par Marie Curie en 1898, le radium a même connu un véritable boom. Ont alors été commercialisés des objets du quotidien comme de la vaisselle, des vêtements ou des préservatifs contenant du radium. Il a même fait son chemin dans la cosmétique et l'alimentation. Le radium était traité comme un remède miracle pour à peu près n'importe quel mal, et même quelques tâches ménagères, durant le premier quart des années 1900. Le radium était appliqué directement dans les tumeurs, il était ajouté aux spas de santé, pour renforcer leurs propriétés curatives. Il était même ajouté aux boissons toniques, pour toutes sortes de maux, aux crèmes et maquillages, pour promouvoir davantage sa beauté naturelle. Le radium serait bientôt connu du public pour ce qu'il est, une substance incroyablement radioactive et mortelle, mais pas avant que de nombreuses maladies et décès ne lui soient attribués. Une autre utilisation de radium était l'éclairage des cadrans de montres, des horloges et des panneaux d'équipement. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats combattant en première ligne ont constaté que leurs montres étaient presque inutiles. Facilement cassées, les montres avaient une durée de vie relativement courte. Afin de lire sa montre la nuit, un soldat aurait besoin d'allumer pour lire l'heure. Cela s'est avéré un problème, car ça pouvait donner une position de soldat à l'ennemi. Le radium mélangé avec du sulfure de zinc et un peu de colle, est devenu une peinture luminescente. Lorsqu'elle est appliquée sur les aiguilles et le cadran d'une montre, la lueur terne permettait de la lire dans l'obscurité, mais la lueur n'était pas assez brillante pour être vue à distance nécessaire. La quantité de peinture au radium sur ces cadrans était minuscule, et ne posait aucun problème de santé à ceux qui les portaient. Cependant, ceux qui ont appliqué la peinture sur les montres n'ont pas eu cette chance. De 1917 à 1926, l'United States Radium Corporation s'est lancée dans l'extraction et la purification du radium à partir du minerai de carnotite, pour produire une peinture fluorescente, commercialisée sous la marque Indark. Sous contrat avec le département de la défense des États-Unis, l'US Radium était un important fournisseur de montres radioluminescence pour l'armée. Son usine du New Jersey employait plus d'une centaine de travailleurs, principalement des femmes, pour peindre au radium les cadrans des montres lumineuses. Le cas des Radium Girls tient une place importante dans l'histoire, à la fois dans le domaine de la santé et dans celui du mouvement pour les droits des salariés. L'United States Radium Corporation avait embauché quelques 70 femmes pour accomplir différentes tâches, y compris la manipulation du radium, tandis que les propriétaires et techniciens qui travaillaient pour eux, connaissant les effets nocifs du radium, avaient soigneusement évité de s'exposer eux-mêmes au danger. Les chimistes de l'usine utilisaient des écrans de plomb, des masques et des pinces. On estime que 4000 travailleurs ont été embauchés par la société, aux États-Unis et au Canada, pour peindre au radium le cadran des montres. Par jeu, les Radium Girls peignaient leurs ongles, leurs dents et leur visage avec la peinture mortelle, fabriquée à l'usine, parfois pour surprendre leur petite amie quand les lumières s'éteignaient. Elles mélangeaient de la colle, de l'eau et du radium en poudre, et ensuite elles se servaient de pinceaux en poil de chameau, pour appliquer la peinture luminescente sur les numéros des cadrans. La rémunération alors en vigueur, pour peindre 250 cadrans par jour, était d'environ 5 centimes par cadran. Les pinceaux s'abîmaient au bout de quelques coups, aussi les contremaîtres de l'US Radium encourageaient les ouvrières à épointer les pinceaux avec leurs lèvres, ou à se servir de leur langue pour les effiler. Encore une fois, cela n'a jamais été remis en question, car les peintres de cadrans ont toujours été informés que c'était sûr. Les scientifiques et les propriétaires de l'usine connaissaient les dangers potentiels. Plus tard, les femmes commenceront à souffrir du mal des rayons.
Beaucoup de femmes ont commencé bientôt à souffrir d'anémie, de fractures osseuses et de nécrose de la mâchoire. Plus tard, apparurent des tumeurs cancéreuses des os. Dès 1922, la première ouvrière qui tombe gravement malade est Molly Magia. Elle développa des ulcères dans la bouche, des dents déchaussées, des os brisés, une tumeur se développa dans sa gorge. Elle mourra en moins d'1 an. Les appareils de radiographie, assez primitifs à l'époque, pourraient avoir contribué à aggraver l'état des travailleurs en mauvaise santé, en les soumettant à des doses de radiation supplémentaires, au cours des soins médicaux qu'ils ont dû suivre. Il s'est avéré qu'au moins l'un des cas attribués à la radiographie était mensonger, monté de toutes pièces par un avocat de l'US Radium Corporation, dans une véritable campagne de désinformation. L'US Radium et d'autres sociétés fabriquant des cadrans de montres, rejetaient les plaintes des travailleuses atteints, leur souffrance n'était pas des conséquences à l'exposition au radium, mais à des impuretés dans la peinture. Pendant un certain temps, les médecins, les dentistes et les chercheurs firent l'objet de pression de la part des entreprises, pour ne pas divulguer leurs données. À la demande pressante des employeurs, les décès des travailleuses étaient attribués par les professionnels de santé, à d'autres causes. La syphilis a souvent été citée dans de nombreuses tentatives de dénigrement, pour ruiner la réputation de ces femmes. Une enquête a été menée mais les conclusions ont été cachées, fabriquées ou carrément menties. Les entrepreneurs américains du radium et de la défense, n'étaient pas sur le point de laisser cela sortir. Dans certains cas, des femmes manifestement malades, recevaient des certificats de bonne santé de la part de médecins embauchés, par la société. L'histoire de ces abus perpétrés contre des travailleurs, se distingue de la plupart des autres cas analogues, par le fait que le contentieux qui s'est ensuivi, a été largement relayé par les médias. Une ouvrière de l'usine Graisse-Frier, a décidé d'intenter des poursuites, mais il lui a fallu 2 ans pour trouver un avocat, prêt à assigner l'US Radium devant les tribunaux, en 1927. Au total, 4 ouvrières de l'usine, surnommées les Radium Girls, ont rejoint le mouvement. L'indemnisation des victimes du radium s'est montée à $10 000 plus $600 annuels, pour chacune des plaignantes. Les ouvrières sont mortes pour la plupart entre 1928 et 1933. Mae Kin, sans doute la dernière Radium Girl, est décédée en 2014 à l'âge de 107 ans. Elle n'aimait pas ce travail et n'a manipulé du radium que pendant quelques mois. Pour autant, elle a perdu ses dents et contracté un cancer du côlon et un cancer du sein dans les années qui ont suivi, mais a survécu à ces 2 cancers. Le procès aura un écho majeur, y compris hors des États-Unis. Et de nombreux scandales similaires vont éclater. Une partie des ouvrières seront dédommagées, mais celles-ci meurent très vite, à l'image de Graisse-Frier elle-même, décédée à 34 ans. Ces jugements entraîneront la fin de l'utilisation du radium, dans l'industrie en 1937. Ils auront aussi un impact majeur sur les conditions de travail des salariés en général. Du combat de ces Radium Girls sont nées les premières agences gouvernementales sur la santé au travail, connues aujourd'hui outre-Atlantique sous le nom de Occupational Safety and Health Administration. La peinture lumineuse au radium a continué à être utilisée sur les cadrans de montres dans les années 1960, cependant, en utilisant des procédures beaucoup plus sûres. On ne sait pas combien de femmes et d'hommes sont mortes à la suite de l'utilisation de la peinture autoluminescence. Il a également été vendu comme kit de bricolage à la maison. Le radium Jao, la mâchoire du radium, a été identifié comme une maladie professionnelle, provoquée par l'ingestion et l'absorption de radium dans les os, des peintres de cadrans lumineux. Les symptômes sont l'ostéonécrose, soit du maxillaire inférieur, soit du maxillaire supérieur, ainsi que des saignements des gencives et après plusieurs années, des tumeurs de l'os de la mâchoire inférieure. La maladie a été reconnue pour la première fois par le Dr Martland, en 1924, comme consécutive à l'ingestion de peinture au radium, après que de nombreuses travailleuses de diverses entreprises similaires, utilisant cette substance, eurent signalé des douleurs des dents et de la mâchoire. La maladie ressemble au Fossy-Jao, la maladie des ouvrières des manufactures d'allumettes, provoquée par l'ingestion et l'absorption de phosphore. Le Centre pour la radiobiologie humaine a été créé à l'Argonne National Laboratory en 1968. Le premier objectif du centre était de réaliser des examens médicaux sur les peintres de cadrans lumineux, encore vivants.
Le projet a également mis l'accent sur la collecte d'informations, et dans certains cas, des échantillons de tissus provenant des peintres de cadrans au radium. Lorsque le projet a pris fin en 1993, des informations détaillées avaient été recueillies sur 2403 cas. Aucun symptôme n'a été observé chez les peintres, ayant reçu moins de 1000 fois la dose d'irradiation naturelle, par le radium absorbé par les individus non exposés, ce qui suggère l'existence d'un seuil pour les affections malignes induites par le radium. Depuis cette époque, lorsque les scientifiques savaient qu'ingérer du radium était toxique, mais que les ouvrières, qui peignaient environ 200 cadrans par jour pour 5 centimes par cadran, l'ignoraient, l'industrie horlogère a beaucoup changé. Cette histoire qui a fait la une de la presse a touché les Américains. L'industrie horlogère a commencé à chercher de nouveaux moyens d'illuminer les cadrans. Finalement le superluminova est apparu, et a offert non seulement une luminosité non toxique, mais également un choix de couleurs aux horlogers. Il existe d'autres méthodes comme des éléments de tritium, contenus dans des tubes en verre et appliqués sur les cadrans pour une luminosité extrême sous l'eau. Seules quelques marques recourent à cette méthode. En baptisant la bourse en faveur des femmes du nom de Grace Frier, qui perpétue l'histoire des Radium Girls, rendant hommage à leur détresse, et offrant de la visibilité à une des époques les plus sombres de l'horlogerie américaine. Cela attire également l'attention sur le concept femme et horlogerie, un segment grandissant de notre communauté horlogère mondiale aujourd'hui. Il ne pourrait y avoir de nom plus approprié pour ce précieux soutien financier.